Au moins 2 morts dans la prise d'otage à Sydney après l'assaut final de la police. 2 morts, un ex-otage, mais également le preneur d'otage neutralisé, tué par les forces de l'ordre. Cette prise d'otage aura duré plus de 16 heures. Les démineurs sont sur place, ils sont en train de sécuriser la zone. On y revient dans un instant. Vous regardez France 24, bienvenue dans cette nouvelle édition. On continue à suivre en direct la fin de cette prise d'otage en Australie. Fin de cette prise d'otage donc à Sydney qui avait commencé il y a plus de 17 heures maintenant, en début de matinée en Australie, dans le Lind Café. Un homme retenait en otage donc depuis tout ce temps un certain nombre de personnes, une quinzaine selon les médias australiens. On déplore 2 morts donc, dont le preneur d'otage. On va retrouver tout de suite sur place notre correspondante à Sydney, Isabelle Delerba. Bonjour Isabelle, vous avez suivi toute cette journée avec nous, cette prise d'otage qui est donc désormais bel et bien terminée. Oui, écoutez, il était à peu près 2 heures du matin ici. Cela fait 1h30 que la police a donné l'assaut. Et on a entendu une série d'explosions et de tirs, puis un break, puis à nouveau d'autres explosions. Et les otages sont sortis de l'immeuble, certains les mains en l'air, certains en courant, certains sur des brancards. Beaucoup d'ambulances étaient là. Alors, relativement peu d'informations aujourd'hui, pour l'instant, sur comment vont ces otages, est-ce qu'ils ont été emmenés dans des hôpitaux alentours, vous le disiez, apparemment il y aurait 2 morts, dont le preneur d'otages, et donc cette prise d'otages a duré pendant 16 heures durant lesquelles les forces de l'ordre ont privilégié la négociation. Leur but, c'était vraiment que tous les otages sortent sains et saufs, et on ne s'attendait pas hier soir ici à de Sydney à cet assaut durant la nuit. Donc ce sont les dernières informations que nous avons ici. Voilà, plus de 16 heures après le début de cette prise d'otage, la police qui a donc décidé d'intervenir. Au final, le preneur d'otage a été tué dans cet assaut. Un homme dont l'identité, Isabelle, avait été communiquée peu de temps avant cet assaut de la police australienne. Il s'agirait d'un réfugié iranien. Oui, effectivement, un réfugié iranien, cher autoproclamé. Alors, si vous voulez, c'est un peu paradoxal puisque la majorité de la population en Iran est chiite. Or, cet individu a déclaré prêter allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe djihadiste État islamique. En réalité, ce dont on a l'impression pour l'instant, c'est qu'il s'agit plutôt, je dirais, d'un déséquilibré. Il avait été notamment condamné pour avoir envoyé des lettres d'injures à des familles de soldats australiens morts en Afghanistan, mais il est aussi accusé d'agression sexuelle ou encore d'avoir été impliqué dans le meurtre de son ex-femme en avril dernier, qui avait été retrouvée poignardée à Sydney. Il se présente aussi comme un spécialiste. Il se présentait comme un spécialiste de l'astrologie, de la numérologie, de la méditation et de la magie noire. Donc c'est un portrait relativement trouble. En tous les cas, il était connu des autorités australiennes. Une dernière question, Isabelle, sur le climat, sur comment on a vécu cet événement chez vous en Australie. Eh bien, écoutez, je pense que les 3/4 des Australiens dorment en ce moment. Donc, tout le monde est allé se coucher hier soir en pensant que la prise d'otages allait se poursuivre. Hier, les autorités australiennes avaient demandé aux citoyens de continuer leur vie normalement, avaient appelé les résidents de Sydney à aller travailler. Donc, on ne s'attendait pas à un dénouement finalement si rapide, même si la prise d'otages a duré plus de 16 heures. Mais vraiment, on s'attendait à ce que cela continue demain. Donc les Australiens vont se réveiller dans 3-4 heures et ils découvriront ces dernières nouvelles aux informations. Isabelle Delerba en direct de Sydney. Merci beaucoup Isabelle pour ces dernières informations, ces derniers éléments d'information. Gauthier Rabinski, bonjour. Vous avez suivi également avec nous toute une partie de l'après-midi l'évolution de la situation à Sydney. L'Australie qui, on ne sait de le répéter, s'était préparée à ce genre d'événement, puisque le niveau d'alerte avait été relevé en début d'année, en septembre dernier. En septembre dernier, peu après l'annonce par l'Australie de son entrée dans la coalition
contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et à partir de là, l'Australie savait à quoi s'attendre. Elle le savait déjà lors de ses associations, ses alliances passées avec les États-Unis, mais là, elle a compris qu'on était passé à un cran au-dessus avec l'organisation de l'État islamique, ce qui est vrai de par l'ampleur et la nature des crimes que commet cette organisation. Et donc, à partir de là, un train de mesures renforçant les contrôles, renforçant aussi avec tout ce que ça suppose comme réserve vis-à-vis de l'exercice des libertés publiques, en renforçant la surveillance des déplacements de certains individus. L'Australie s'était dotée d'un arsenal donc de répression et de de contre-offensive vis-à-vis de l'État islamique, le gouvernement lui-même se reconnaissant potentiellement en danger de mort et ayant requis donc des mesures de protection particulièrement drastiques. Donc on en était là, on était dans cet esprit de mobilisation, discrètement pour ne pas affoler la population, mais en même temps avec une prise de conscience réelle que la lutte contre l'organisation de l'État islamique avait fait franchir un pas supplémentaire à l'Australie qui risquait de lui être extrêmement néfaste ou dangereux dans l'exercice de sa vie quotidienne. Et en même temps, vous en parlez, le gouvernement australien a décidé dès les premières heures de rester sur une droite ligne, de ne pas communiquer ou très peu sur ces événements, comme pour ne pas faire de pub à l'auteur de cette prise d'otage. Très probablement. Vous savez, là je parle sous le contrôle de Karimi Yaoui, mais on sait par exemple que lorsqu'on assiste sur Internet à ces images que nous n'avons pas diffusées, qui sont les images de décapitation par l'organisation de l'État islamique, eh bien 90 à 95% des personnes qui voient ça sont horrifiées, mais il y a 5 ou 10% de personnes qui sont absolument fascinées par le mal, fascinées par tout ce qui peut être revanche vis-à-vis de l'Occident, et qui sont attirés précisément par cela. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, la prise d'otage aujourd'hui, ça aurait pu servir d'amalgame, ça aurait pu servir de facteur incitant pour certains à rejoindre un combat hypothétique. Puisqu'il y a eu des appels en ce sens ces derniers mois en France également. Bien sûr, il y a eu des appels en ce sens, il y a des agents recruteurs. Et là, on aurait pu penser, éventuellement, certains auraient pu penser que ce personnage d'origine iranienne était un agent recruteur. Bon, on verra, mais pour l'instant, il ne semble pas que ce soit la piste la plus plausible. Mais en tout cas, le risque existait à travers une publicité grandissante, démontée et luxuriante, si j'ose dire. On risquait effectivement d'attirer un certain nombre de personnes dans cette bascule. On va s'intéresser dans un instant avec vous, Karimi Yaoui, à cet aspect très intéressant de la communication des réseaux sociaux qui nous auront été bien utiles pendant toute cette prise d'otage. Avant cela, on va revenir sur cet assaut final lancé donc dans le courant de l'après-midi par les forces de l'ordre il y a maintenant un peu plus d'1h30. L'assaut final qui a conduit à la fin de cette prise d'otage, à la mort du preneur d'otage, mais aussi la mort d'un otage, 2 morts donc à l'issue de cet assaut. Je vous propose d'écouter tout de suite l'analyse de Stéphane Berthomé, ancien policier, spécialiste également des opérations policières. Ce qui se passe d'abord, c'est qu'on doit évaluer l'impériosité de ce type d'opération. C'est-à-dire qu'on doit mesurer les risques qu'on va prendre et qu'on va faire prendre aux otages pour évaluer s'il est nécessaire de procéder à un assaut en fonction de certains éléments. D'abord, les éléments les principaux, c'est la compréhension de la situation. Est-ce qu'on sait combien il y a de preneurs d'otages? Est-ce qu'on sait où se trouve le preneur d'otages? Est-ce qu'on pense qu'on est en mesure de l'atteindre? Et quelle est la nature du risque qui est, à l'état actuel de la situation, celui qui va permettre de prendre la décision. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui décide de passer à l'acte et qui dit maintenant dans 2 minutes je vais exécuter un otage, il est évident que le choix de passer à l'action va s'imposer de lui-même. Si on sent qu'on a quelqu'un qui est en train de craquer, on va aussi décider de passer à l'action. Il faut savoir que dans ce type d'opération, ce qui est toujours privilégié, c'est la négociation, c'est la solution par la reddition de l'individu, c'est ce qu'on essaye systématiquement d'obtenir, quel que soit le système policier dans lequel on se trouve, aussi bien européen que australien ou américain.
Alors justement, quand un assaut est donné et lancé, ça signifie quoi? Ça signifie que, a priori, la communication avec le preneur d'otage était coupée. Et ça signifie surtout qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre issue pour assurer la sécurité des otages, pour assurer la fin de la situation. Ça veut dire qu'effectivement, soit on n'a plus aucune communication et on a des raisons de craindre que les otages soient en danger, soit on pense qu'il peut y avoir un passage à l'acte, peut-être des explosifs qui ont été dissimulés, puisqu'il y a eu des menaces à ce sujet-là qui ont été faites lors de cette opération, ou en tout cas des informations qui tendaient à le laisser penser. Donc ça veut dire qu'on décide finalement que l'opération d'investir les locaux, qui est très risqué évidemment pour tout le monde, est finalement le choix le plus raisonnable dans cette situation. Donc vous imaginez bien que ça veut dire qu'on le fait sur des bases très très solides. Voilà, la communication, on en parle avec vous, Karim Elaoui. Bonjour, Bonjour. vous avez suivi l'événement en scrutant de près les réseaux sociaux, et qui ont été en quelque sorte notre source d'information, aussi à nous, journalistes, toute l'après-midi. Les réseaux sociaux largement utilisés tout d'abord par le preneur d'otage lui-même. Alors, largement utilisé par le preneur d'otages, et vous le disiez, c'est vrai que c'est une source d'information très utile, mais c'était aussi la hantise des autorités australiennes qui avaient peur de voir se répandre le discours de cet homme qui se revendique de l'organisation de l'État islamique. Donc beaucoup de prudence, beaucoup d'appels à maîtriser ce qui pouvait émaner des réseaux sociaux, puisqu'il a cherché à les utiliser, notamment la page Facebook du otage, ou encore YouTube, où il a posté des vidéos. Alors, du côté de l'organisation de l'État islamique, dont il se réclame, mais dont on n'est pas sûr qu'il soit vraiment lié de façon profonde, eh bien, du côté de l'organisation de l'État islamique, les réseaux sociaux sont devenus un outil privilégié, un outil de propagande avec une force de frappe assez incroyable. Alors, Gauthier évoquait il y a quelques instants ceux qui pouvaient être attirés par le mal, par l'horreur. Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais suffisamment nombreux pour servir de recrues à l'organisation de l'État islamique. Il y a des recruteurs qui sont sur les réseaux sociaux quasiment de façon permanente pour tenter de déceler ceux qui sont fragiles ou ceux qui sont prêts à basculer du fait de leur histoire ou de raisons tout à fait personnelles. Donc on s'aperçoit que cette communication est basée sur une volonté de recruter toujours plus. Alors on s'aperçoit que les pays occidentaux, eh bien, un certain nombre de leurs ressortissants ont été attirés dans cette sphère de l'organisation de l'État islamique, mais on s'aperçoit aussi que les outils à la disposition de Daesh sont très importants. C'est presque du professionnel. Même lorsqu'on regarde leurs vidéos, on s'aperçoit qu'il y a des outils qui sont ceux de la télévision, qui sont ceux de la propagande, de la communication ciblée. Et on l'a vu à maintes reprises dans ces vidéos qui font froid dans le dos, mais qui en même temps sont montées, réalisées avec soin. On s'aperçoit que les réseaux sociaux, YouTube, les vidéos sont devenus clairement un outil privilégié. Et cet homme, aujourd'hui, a tenté de les utiliser, et les autorités australiennes ont tenté aujourd'hui de le contrer. Voilà, il y a ce preneur d'otage qui a utilisé les réseaux sociaux, et également les témoins de la scène qui ont beaucoup communiqué, raconté. Alors ça, c'est l'autre versant qui nous est très utile, puisque en recoupant un certain nombre de témoignages sur les réseaux sociaux, comme on les recoupe dans la réalité lorsqu'on fait son métier de journaliste, eh bien, grâce à ces témoignages, on peut construire le déroulé des événements. Mais en même temps, il faut faire très attention à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. On se souvient des attentats de Boston, où tout un tas d'informations totalement fausses avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux, sur l'identité de ceux qui avaient commis cet attentat, identité présumée. Des personnes qui n'avaient strictement rien à voir avec l'attentat se sont retrouvées parfois à la une de tabloïds ou de journaux américains qui n'avaient pas pris soin de recouper l'information. Donc d'un côté, on a ces témoignages précieux, et en même temps, comme le disait Gauthier tout à l'heure, c'est une arme à multiples tranchants qu'il faut savoir manier avec beaucoup de prudence. À nous de maîtriser l'outil maintenant. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage. Merci à vous également Gauthier d'avoir suivi avec nous toute cet après-midi donc l'évolution de la situation à Sydney. Je vous le rappelle, la prise d'otage est donc terminée après cet assaut donc lancé par les forces de l'ordre australiennes. On déplore plusieurs blessés parmi les otages. Un otage également a été tué dans l'assaut, tout comme le preneur d'otages demeure donc à l'issue de ces 16 heures de prise d'otage.
Dans le reste de l'actualité internationale, c'est dans ce contexte que la France a mené ce matin une importante opération antiterroriste. Une filière d'acheminement vers la Syrie, on en parlait, de candidats au djihad a été démantelée, notamment dans la région de Toulouse. Plusieurs interpellations ont eu lieu dans le sud, mais aussi près de Bordeaux ou encore dans les Yvelines en région parisienne. Une quinzaine d'objectifs étaient ciblés. Ce coup de filet a été mené dans le cadre d'une information judiciaire ouverte il y a déjà un an. Les policiers de l'antiterrorisme arrivent au commissariat de Toulouse. Ils viennent d'arrêter 4 individus soupçonnés d'appartenir à une filière djihadiste basée dans le sud-ouest de la France. 3 ont été appréhendés à Toulouse. Tout s'est passé très tôt ce matin. C'était à 6h15 à peu près que j'ai vu 4 ou 5 voitures noires qui sont passées devant notre bâtiment et 2 ou 3 personnes cagoulées en noir. Le 4e individu, âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé sous les yeux de sa famille, dans ce quartier de Groyet, une petite ville du Tarn. Ici, tout le monde se connaît et les riverains n'ont rien remarqué. Ce sont des voisins comme les autres. Ils sont très bien, ils rendent service, ils ont des enfants, des petits-enfants, ils sont bien, c'est tout. L'enquête avait débuté il y a 1 an et demi après le signalement d'une famille qui voyait son fils se radicaliser. Ce matin, 10 interpellations ont eu lieu dans le sud-ouest, mais aussi en région parisienne et en Seine-Maritime. Le groupe démantelé est soupçonné d'avoir fait partir plusieurs apprentis djihadistes en Syrie. Aujourd'hui, 1100 Français seraient impliqués dans des filières djihadistes. Les taxis français ont finalement obtenu gain de cause. Le gouvernement va faire interdire dès le 1er janvier prochain l'application Uber Pop, cette offre payante de transport entre particuliers proposée par la société américaine. Cette interdiction entrera en vigueur dans le cadre de la loi Thévenoud sur la régulation de la concurrence avec les taxis. La profession se dit satisfaite. Elle s'était lancée depuis l'aube dans une nouvelle opération escargot. La circulation a repris depuis un retour à la normale donc sur les routes parisiennes. Et puis autre mouvement social, cette fois en Belgique. Après l'Italie la semaine dernière, le pays est paralysé aujourd'hui par une grève générale contre l'austérité. Mobilisation qualifiée d'historique par les syndicats qui reprochent au gouvernement son programme de 11 milliards d'euros d'économies. Résultat dans les transports notamment à l'arrêt. Impossible ce lundi de trouver un train ni même un avion. Clovis Casali. Certains passagers n'en croient pas leurs yeux et immortalisent le moment. L'aéroport de Bruxelles se trouve à l'arrêt. Aucun vol n'est assuré ce lundi. Cette grève nationale et l'arrêt des activités de Belgocontrol affectent tout l'espace aérien belge. Ça veut donc dire qu'ici à Brussels Airport, nous avons 600 vols qui ont été annulés avec un effet sur 50 000 passagers. Dans les gares, même constat, le mouvement de grève a été très suivi. Les syndicats belges sont unis contre le programme d'austérité du gouvernement de droite qui prévoit 11 milliards d'économies. Depuis dimanche soir, les transports sont paralysés. Thalys, TGV et Eurostar restent à quai, tout comme les passagers. On pensait qu'on pourrait prendre un train tôt ce matin malgré la grève. On a des réservations là où on doit aller et donc tout ça perturbe un peu nos projets. Conséquence, il faut prendre son mal en patience et certains ont un peu plus l'habitude que d'autres. Un peu surprise évidemment, mais bon, en France on a l'habitude des grèves aussi, donc moyennement surprise ça va. En Flandre comme en Wallonie, aucun autobus, tramway ou métro ne devrait circuler. Des manifestants tentent même de bloquer les routes. Ils condamnent la politique économique du gouvernement. Les grandes entreprises établissent des structures financières au Luxembourg. Les grandes familles passent des accords avec les autorités fiscales pour payer moins. Une entreprise peut être vendue pour des milliards sans payer un centime d'impôt. Tout ce manque à gagner est réalisé sur le dos du peuple. Ce n'est plus possible. Les manifestants reprochent aussi au gouvernement de vouloir mettre un terme aux revalorisations salariales qui s'opèrent en rapport à l'inflation. Une rencontre avec les autorités est prévue dans la semaine pour tenter d'apaiser les tensions. Et 2 ans et demi après son élection, François Hollande s'attaque aujourd'hui à l'un des dossiers les plus clivants du mouvement, celui de l'immigration. Le chef de l'État qui va prononcer d'une minute à l'autre un discours très attendu depuis le musée de l'histoire de l'immigration. Vous le voyez, le pupitre est installé, son équipe est déjà arrivée sur place. On attend le chef de l'État donc à la tribune pour cette intervention. Ce sera donc
l'occasion, ça a été l'occasion pour le chef de l'État d'inaugurer officiellement ce musée, le site qui avait pourtant ouvert au public il y a déjà 7 ans. Reportage tout de suite de nos confrères de France 3. C'était le 10 octobre 2007. François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, est l'un des premiers à visiter le musée de l'immigration. 7 ans plus tard, il revient cette fois comme président pour une inauguration officielle. Ce musée, c'est Jacques Chirac qui l'a voulu. L'ancien président souhaitait rendre hommage à tous ces étrangers qui sont venus en France pour travailler. Jacques Toubon a été le premier président de ce musée. Nous pouvons réussir ce pari, en quelque sorte, d'être une institution scientifique, culturelle, éducative, qui apporte une connaissance exacte dans un domaine qui fait l'objet de polémiques, de fantasmes, d'exclusions et, je dirais, de beaucoup d'irrationnel. Depuis sa création, ce musée a toujours suscité les controverses. Nicolas Sarkozy est toujours resté sceptique sur son utilité. Il n'a d'ailleurs jamais voulu l'inaugurer. Aujourd'hui, c'est donc à François Hollande que revient cette tâche. Le chef de l'État devrait insister sur les bienfaits de l'immigration, sans pour autant faire d'annonce. Voilà, François Hollande qui va donc prononcer d'une minute à l'autre ce discours phare sur l'immigration depuis ce musée, le musée de l'histoire de l'immigration que le chef de l'État a donc officiellement inauguré ce matin, un site ouvert au grand public depuis déjà 7 ans. On va vous faire vivre en direct ce temps fort, cette intervention du chef de l'État qui sera commentée, décryptée dans la foulée par Vanessa Burgraff et ses invités. Ce sera donc le thème du débat de ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans moins de 10 minutes maintenant. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.france24.com. L'information en français, en anglais et en arabe. Sur le site, c'est évidemment la fin de cette prise d'otage à Sydney qui fait la une. Vous l'avez peut-être suivi en direct avec nous. La police australienne a donc donné l'assaut il y a maintenant presque 2 heures. La police australienne qui est intervenue dans le Lind Café après plus de 16 heures de prise d'otage. On déplore là-bas 2 morts. Un otage qui a donc péri pendant cet assaut, le preneur d'otage également qui a été tué, neutralisé par les forces de l'ordre. Les démineurs sont sur place, ils s'activent actuellement sur zone pour déminer la zone. Plusieurs blessés également qui ont été pris en charge, nous disent les médias australiens, dans les divers hôpitaux de la ville. Voilà, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour suivre cette intervention en direct du chef de l'État François Hollande sur l'immigration. Donc à tout à l'heure.